Alors, bonjour Monsieur Potier, vous êtes Bonjour. le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les haines anti-LGBT. Vous lancez donc un appel à projets pour des projets locaux qui s'appliquent aussi en Outre-mer avec une spécificité cette année, l'ouverture à la Polynésie. Alors, quel est le but de cet appel à projets et quels sont les projets qui peuvent y candidater? Alors, c'est un appel à projet doté de 2,3 millions d'euros qui s'adresse à tous les territoires de la République, les départements comme les Outre-mer. Et donc, c'est la possibilité pour les associations, pour les institutions locales, de déposer les dossiers en préfecture ou devant les hauts commissariats pour bénéficier d'un soutien financier. Et c'est vraiment les préfets, les hauts commissaires qui font une instruction au plus près du terrain et qui vont nous permettre de détecter les meilleurs programmes, les meilleures initiatives. Et donc le champ des interventions est vraiment très large. Ça peut aller d'une pièce de théâtre à un événement sportif, à des interventions en milieu scolaire. Simplement, le point commun de tout ça, c'est la lutte contre la haine, la lutte contre l'intolérance. Et donc, là encore, ça peut prendre différentes formes et c'est au préfet qui a l'intelligence territoriale de soutenir les meilleurs projets qui ont le plus d'impact au niveau local. Donc la nouveauté de cette année, c'est effectivement, vous l'avez dit, l'élargissement à la Polynésie française, parce qu'il y avait une demande. Il y avait une demande des associations, notamment LGBT, qui nous avaient contactés pour avoir un soutien financier. Ça n'avait pas été possible l'an dernier, c'est désormais le cas pour l'an prochain, donc on se félicite de tout ça et j'ai eu l'occasion de donner cette bonne nouvelle aux députés de Polynésie française la semaine dernière. Alors justement, vous parlez donc d'une demande en Polynésie française. L'association Cousin Cousine a déploré l'absence de refuge, donc de structures d'accueil des personnes homosexuelles qui se font rejeter par la famille. Est-ce que dans le cas donc, de cet appel à projet, elles peuvent candidater? Cette association peut candidater? Bien sûr, on peut regarder et on travaillera avec cette association. L'idée, c'est de créer sur tous les territoires des outils les plus efficaces. Ça peut être des lignes d'écoute, ça peut être des refuges, des centres d'accueil, ça peut être des permanences juridiques. Et là encore, on le fera nous avec les associations locales, puisque ce n'est pas simplement les têtes de réseau nationaux qu'on veut aider, mais vraiment ceux qui travaillent au plus près des terrains, au plus proche des victimes. Donc oui, pourquoi pas. Après, c'est parfois beaucoup d'énergie, beaucoup de financement. Il faut qu'on regarde aussi avec le pays si, par exemple, il y a besoin d'un soutien de ce côté-là. Alors, aux Antilles, la DILCRA a accompagné à la mise en place donc, d'une ligne téléphonique. C'était assez récemment. Est-ce qu'on peut faire un premier bilan sur cette ligne? C'est un engagement qu'on avait pris à l'automne dernier, en 2018, avec Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à la lutte contre les discriminations. On s'était rendu compte qu'il y avait une ligne d'écoute pour les victimes de haine anti-LGBT dans certains territoires, notamment à La Réunion et en Guyane, mais que la Martinique et la Guadeloupe en étaient dépourvues. Et ça, c'était vraiment un trou dans la raquette dans notre dispositif, et donc on a beaucoup travaillé pour mettre en place ces lignes d'écoute. Donc on a détecté des associations locales en Martinique et en Guadeloupe qui vont donc opérer la mise en œuvre de cette ligne d'écoute. Et il se trouve qu'à l'heure où on se parle, il y a des formations qui sont mises en œuvre avec des associations nationales. Le Refuge, SOS Homophobie, pour que des bénévoles locaux de ces deux départements puissent pouvoir recueillir cette parole, pouvoir orienter les victimes. C'est extrêmement important, on y attache beaucoup d'importance et c'est pour ça qu'on a, nous, débloqué des crédits pour permettre l'ouverture de ces lignes dans les tout prochains jours. Et est-ce qu'elles sont beaucoup utilisées, ces lignes? Est-ce qu'elles sont beaucoup sollicitées? Ça, on verra. Pour l'instant, elles ne sont pas encore opérationnelles, puisque là, on est dans la phase de formation. Le lancement aura lieu probablement autour du 1er novembre, si tout se passe bien, si on a réglé tous les détails techniques. On verra si elles sont sollicitées ou pas. Moi, je pense, en tout cas, il faut qu'on puisse proposer aux ultramarins, aux outre-mer, cet outil, cette capacité d'entendre une parole de victime. C'est simplement une question d'égalité entre les territoires. D'accord. Une question un peu plus qui rebondit un peu sur l'actualité nationale et tout ce débat un peu qu'on entend sur le voile, sur les femmes voilées en France. Comment est-ce qu'on ressent ça en Outre-mer? On pense notamment à Mayotte et à La Réunion. Ce sont deux territoires où la religion musulmane a une place importante. Est-ce qu'on entend aussi là-bas ces problèmes, ces débats? Alors il faudra demander aux premiers intéressés comment ils ressentent ces débats. Moi, tel que je l'ai perçu, j'ai senti une forme d'hystérie collective. Je pense que sur ces questions-là, de république, d'islam, de laïcité,
on a vraiment entendu tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'était beaucoup des commentateurs. Est-ce qu'on a entendu les intéressés? Non. Est-ce qu'on a entendu des historiens, des sociologues, des présidents d'associations? Non. Et donc je crois qu'on a fait de ce thème-là un enjeu pour les plateaux télévisés avec des gens qui cherchaient à se construire une notoriété et qu'on n'a pas discuté du fond de ces questions-là. Et je sais que pour bien connaître ces territoires, que ce soit à La Réunion ou à Mayotte, il y a un islam qui se confond complètement avec la République, il y a un islam apaisé. Je pense que l'islam n'est absolument pas incompatible avec la laïcité. On a un islam de France qui est structuré, qui vit paisiblement dans de nombreux territoires et en particulier en Outre-mer. Et donc moi j'ai souhaité, par un certain nombre d'interventions dans les médias, dire halte au feu, reprenons du recul, reprenons un peu de lucidité et nous pouvons discuter de ces questions-là de manière apaisée. Et justement la grande peur, on va dire, de ceux qui portent ce débat, c'est celle du communautarisme. Est-ce qu'on le retrouve en Outre-mer, dans des Outre-mer comme La Réunion ou Mayotte, où l'islam est bien présent, où la religion musulmane est bien présente? Est-ce qu'on retrouve ce communautarisme? Je crois que les vies politiques outre-mer seront très différentes d'un territoire à l'autre, donc c'est très difficile là encore de les comparer. Simplement, je pense que sur cette question du communautarisme, il y a d'abord à distinguer ce qui relève du droit de ce qui relève du combat politique. Le combat politique, il est relativement clair. Dans une société française qui est une et indivisible, le communautarisme n'est pas souhaitable parce que c'est des formes de crispation identitaire. Mais pour autant, ces extrémismes identitaires, ils doivent être combattus politiquement. Et pour ce qui concerne les élections, eh bien, on n'a pas à sélectionner les listes, on n'a pas à faire le tri entre les candidats à partir du moment où ils respectent la loi, c'est-à-dire la parité ou des règles de non-cumul des mandats, par exemple. Et donc, il y a une très grande liberté sur les élections politiques. En hexagone, comme dans les Outre-mer, il ne faut pas évidemment remettre ça en cause. Et après, c'est aux électeurs de trancher. Là où il faut être très vigilant, c'est lorsqu'il y a des appels à la haine, des appels à la violence, lorsqu'il y a des incitations ou des propos très discriminatoires. Là, il faut que le juge, il faut que les préfets, et je sais qu'ils le font, puissent saisir les autorités compétentes. Donc voilà, il faut bien distinguer ce qui est légal de ce qui n'est pas légal. Moi, je ne suis pas inquiet sur notre capacité à vivre ensemble, que ce soit à La Réunion, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie. Je crois que dans ces territoires-là, on a à la fois des identités très fortes en termes de culture, en termes de langue, en termes d'histoire, mais ce n'est pas du tout incompatible avec un projet national qui est le projet de vivre dans la République de manière apaisée. Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre exemple sur La Réunion et essayer de faire un parallèle avec ce qui se passe dans l'Hexagone pour trouver un chemin pour que les communautés ici en France se parlent mieux, s'entendent mieux? Moi, je crois que les Français, en général, connaissent très très mal les Outre-mer. Et justement, ils méconnaissent vraiment cet équilibre, cette société métissée, créolisée, foisonnante qu'on peut trouver à La Réunion et ailleurs. Et donc, tous ceux qui prônent une vision étriquée de la France, qui serait réduite à une seule religion ou une seule race, je crois qu'ils se trompent, parce que je crois qu'ils ne voient pas la France telle qu'elle est aujourd'hui, et telle qu'elle est notamment aujourd'hui, riche de ses outre-mer au pluriel. Et donc oui, la société réunionnaise, c'est un exemple parfait de la capacité non seulement à vivre ensemble, mais à faire ensemble, ce qui est encore plus important, parce qu'on peut vivre côte à côte et se détester, et ce n'est pas le projet, je crois, de la République. Par contre, faire des choses ensemble et construire ensemble, c'est ça notre véritable enjeu de demain. Est-ce que c'est pas dommage que le président de la République, qui était justement en déplacement à La Réunion, en plein débat donc, sur la question du voile, est-ce qu'il aurait pu mettre en avant donc, cette pluralité, cette diversité réunionnaise pour montrer qu'on peut vivre ensemble, on peut faire ensemble? Je crois quand même qu'il l'a fait, qu'il l'a abordé. Il a abordé cette question-là dans plusieurs émissions de télévision. Hier encore, il a eu des propos très forts sur la laïcité, en rappelant que la laïcité n'était pas l'ennemi des religions, et que la laïcité, c'était quelque chose d'abord de protecteur, la protection de croire ou de ne pas croire, la protection de la liberté religieuse. Et donc, dans ce cadre national global, je crois que les Outre-mer ont toute leur place. Et moi, j'invite chacun à aller découvrir l'islam qui peut se pratiquer à Mayotte ou à La Réunion, évidemment, ou la coexistence entre les différents cultes en Nouvelle-Calédonie. Je crois qu'on est très riche de ces Outre-mer-là et qu'on aurait beaucoup à apprendre en termes de recul et de débat apaisé sur ces questions-là. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous.